Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur quand fonctionne la médiation. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo comment ça fonctionnait. Maintenant, la question, c'est quand. C'est-à-dire, concrètement, alors attention, dans quelles conditions. Alors, j'ai oublié de me présenter, pardon. Je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg. Et mon domaine à moi de prédilection, c'est la matière familiale. Donc, si vous avez une famille internationale en plus, spécifiquement franco-allemande, mais c'est pas obligatoire, vous êtes au bon endroit avec moi si vous voulez la paix dans votre famille. Il faut aussi avoir une famille alsacienne. Strictement locale, ça marche aussi pour moi. Alors, donc les conditions de réussite de la médiation. Lesquelles sont-elles? J'en vois 4. La première tient au médié. La deuxième tient au médiateur. La troisième au process. Et la quatrième aux conditions cadres. Reprenant les unes après les autres. D'abord, donc la première condition de réussite de la médiation, c'est des bons médiés. Ça. Alors, évidemment, au début, les médiés sont pas contents. C'est normal. A priori, ils ont un conflit, généralement, quand on vient en médiation. Pas toujours. Parfois, on fait de la médiation préventive. Mais généralement, il y a un conflit. Et la vraie question, il faut toujours se poser, est-ce que vous pouvez faire une médiation? Pas est-ce que l'autre peut faire une médiation, mais est-ce que vous pouvez faire une médiation? Et ça, le médiateur va l'apprécier avec vous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est un bon médié? Un bon médié, c'est un médié libre qui choisit de faire une médiation. La médiation n'est jamais imposée, même s'il peut y avoir des ordonnances parfois, ce sera plutôt d'un juge, ce sera plutôt à rencontrer un médiateur pour être informé sur le processus et pas pour faire une médiation vraiment. En médiation, il ne peut rien se passer sans qu'on soit d'accord. C'est la garantie fondamentale. J'y reviens après, le médiateur ne décide pas. Donc c'est parce que les médiés veulent une meilleure solution qu'ils vont en médiation. On est d'accord, cette liberté est un peu conditionnée en soi. C'est un peu comme aller chez le dentiste. J'aime bien le comparer avec ça. On va pas chez le dentiste parce que ça fait plaisir. On sait qu'on va avoir mal. Mais on y va parce qu'on sait qu'on ira beaucoup mieux après qu'avant. La médiation, c'est pareil. On sait que ça va être un moment compliqué, émotionnellement. Voilà, on va peut-être passer par des moments un peu plus chaotiques, certains passages, mais on y va parce qu'on a vraiment l'espoir qu'après ça aille mieux. Et de fait, les médiations fonctionnent. Le vrai problème, c'est ça, c'est est-ce qu'on veut, et ça c'est un autre point. Deuxième point que j'ai identifié, c'est le fait d'être capable de décider. Voilà. On peut. Alors, le point là-dessus, c'est aussi pour les questions de vulnérabilité. Quand une personne est avec une relation d'emprise, par exemple, qu'il y a des violences, est-ce que la médiation est possible? Il y a un débat là-dessus. Ma position est, à partir du moment où la personne ne subit plus un risque présent de violence physique, on peut faire une médiation. Pour la violence plus psychologique ou de situation, par exemple avec une situation économique qui serait complètement déséquilibrée, pour moi on peut faire une médiation et c'est même un moyen de redevenir capable de gérer soi-même, de redevenir acteur de sa situation. C'est empouvoirant selon certains termes. Et puis c'est aussi la question de la capacité psychique. Donc effectivement sur les personnes qui sont en tutelle ou curatelle, ce sera peut-être plus compliqué, ce sera peut-être avec un tuteur. Personnes qui ont une maladie psychiatrique, mon point de vue, oui c'est possible de faire une médiation. Alors avec un accompagnement médicamenteux si nécessaire, mais ça peut être vraiment une étape aussi de reprendre pouvoir de la situation et du coup d'aller mieux par ailleurs. Notre point, il faut être orienté vers un accord. C'est le point fondamental. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ce que la solution qui viendra en médiation soit non seulement bonne pour vous, évidemment, mais aussi bonne pour l'autre partie, voire les autres parties. Si vous n'êtes pas orienté vers un accord, donc aussi vers l'avenir, de pas tout le temps revenir sur le passé, les blessures que vous avez subies de l'autre personne, si vous êtes orienté vers un accord, que l'autre personne est orientée vers un accord, et encore une fois c'est le médiateur qui regarde ça, c'est pas vous, ça marchera. Vraiment. Je vous expliquerai comment après, enfin, j'ai déjà expliqué un peu comment, mais dans une autre vidéo. Ça marchera.
Il faut que les médiés soient ouverts à un accord. C'est l'autre point, vraiment ouvert, ouvert, ouvert. C'est ouvert à ce que la solution finale ne soit pas forcément celle que vous avez en tête, et ouvert aussi à dire les choses, à exprimer pourquoi vous avez pu être blessé, à exprimer pourquoi peut-être vous avez pu blesser les gens, en le voulant ou en le voulant pas. Et puis ouvert au fait que le monde des possibles est bien plus large que ce que vous avez en tête au moment où vous venez, et c'est normal, et le médiateur est là pour ça. Dernier point que j'ai identifié ici, c'est le fait d'être informé. Donc ça peut être informé en droit et en fait. En droit, que parfois dans certaines situations, je pense à un conflit de voisinage, ben on a besoin de savoir quelle est la situation juridique. Problème de construction, problème d'immobilier, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment juridiquement, quel est mon droit, qu'est-ce qui a été posé chez le notaire et autres. En matière familiale, combien je peux demander de pension alimentaire, combien je peux demander de prestations compensatoires. Grande question. Informer en droit et informer en fait. Puisque parfois on sait juste pas, je parle de pension alimentaire, je sais pas combien gagne l'autre personne. Et j'ai pas non plus vraiment de clarté sur mon budget à moi. Il faut avoir cette information-là pour pouvoir décider librement. Voilà, il faut tout ça pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir faire la médiation. Être libre de venir en médiation, de se dire oui, je le veux, être capable de décider, et ça au fur et à mesure on devient de plus en plus capable en réalité, vouloir un accord qui convienne également à l'autre personne, être ouvert sur le fait que cet accord sera peut-être pas du tout celui qu'on a en tête au début de la médiation, qu'on soit prêt à parler de ce qui est pour nous important, et informer sur les différents éléments du conflit. Voilà pour la première condition de réussite de la médiation, et la plus importante je pense, celle tenant à avoir des bons médiés dans une bonne disposition pour la médiation. Je continue avec la deuxième condition de réussite de la médiation, et c'est le bon médiateur. Alors, il vient vous sauver, mais pas sans vous, hein, on l'a vu. Qu'est-ce que c'est un bon médiateur? Déjà, le plus important, il ne juge pas, ni au sens propre, ni au sens figuré. Il ne va pas rendre de décision. Ce n'est pas lui qui va arbitrer votre conflit. Ce n'est pas lui qui va vous dire c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que c'est bien. Pas lui. Et il vous juge pas non plus. Il va pas dire mais c'est bien ce que vous faites ou c'est pas bien ce que vous faites. Il n'est pas du tout là pour ça. Le médiateur, lui, va chercher à comprendre à chaque fois les bonnes intentions, les bonnes raisons que vous pouvez avoir de faire ou de ressentir les choses, et vous permettre de voir quelles solutions permettent d'avoir ce qui est important pour vous et ce qui est important pour l'autre personne réunis dans une solution. Il ne juge pas. Donc, si vous ne mettez pas d'accord l'un et l'autre, il tranchera pas. Ça sert à rien d'essayer de le convaincre d'à quel point l'autre a mal fait et vous a blessé. Qu'est-ce que ça pourra faire? Rien. C'est pas lui qui tranchera. C'est la garantie aussi qui va avec la liberté. Et ça sert à rien de le convaincre, le médiateur. Et il est omnipartial. Alors c'est un mot qui a été créé pour la médiation, c'est le fait de dire je suis là pour vous et je suis là pour vous. Je suis là pour tout le monde en médiation. C'est vraiment par rapport à la personne. Je cherche à vous comprendre l'un et l'autre et je cherche à vous permettre à l'un et l'autre de trouver une solution qui soit bonne pour l'un et l'autre. Vous voyez, vraiment ce geste d'ouverture du médiateur qui va avec le juge pas, et il est là pour tout le monde. Alors, au fur et à mesure de la discussion, parfois, quand il va parler plus, enfin, entendre plus une partie, il va peut-être pencher plus de ce côté. Et l'autre partie va se dire, mais non, mais mince, là, il ne comprend pas, il est complètement de l'autre côté. C'est un peu comme à bicyclette, hein. Enfin, vélo, pour être plus moderne. On penche un peu dans les virages pour garder son équilibre. C'est pareil en médiation. Quand une personne va plus parler, on va être plus dans le lien à cette personne, et puis après on redresse. Et ce qui compte, c'est vraiment que les deux personnes puissent se sentir puissent se sentir comprises en permanence. Ensuite, le médiateur, il est indépendant. Il n'a pas de menottes. Indépendant notamment par rapport au chef, si jamais c'est une médiation par exemple en entreprise. Il est aussi indépendant par rapport au juge en cas de médiation ordonnée par un juge. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rendre de compte, et il n'a pas le droit de rendre de compte, il ne peut pas rendre de compte, même à la personne qui aurait ordonné la médiation.
Tout au plus peut-il dire j'ai rencontré les parties telle date, tel jour, et il y a eu un accord, il n'y a pas d'accord. C'est tout. Il pourrait dire plus éventuellement si les parties sont d'accord et le souhaitent. Encore la liberté des parties, c'est ça qui est le plus important. Mais il est indépendant, il ne rend pas compte à personne. Il est neutre. Et alors j'ai choisi un petit boudin aussi parce que neutre et zen pour les deux côtés. Le neutre, c'est par rapport à la solution. C'est pas par rapport aux personnes, selon moi. Neutre pour moi, c'est un peu je veux rien savoir, rien entendre, ça m'intéresse pas, je dis rien parce que ça me concerne pas. Cette neutralité, c'est encore une fois par rapport à la solution. C'est-à-dire que c'est égal si pour moi, votre solution n'est pas quelque chose qui me conviendrait à moi, si elle vous va bien à tous les deux, c'est OK. J'ai vu un cas par exemple en matière familiale avec une alternance de l'enfant chez les parents. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais pu vouloir souhaiter dans cette situation. Mais pour les deux, c'était une bonne solution. Parfait, ça me va très bien dans ce cas. Et puis oui, le Bouddha, je le disais aussi, pour mettre zen un peu, le médiateur doit savoir rester, alors pas hermétique aux émotions des parties. Moi, je suis touchée tout le temps en médiation, hein, c'est presque m'arriver d'avoir les larmes qui me viennent. C'est pas ça, mais c'est de savoir faire vraiment la part des choses entre ça, ce sont vos émotions dans votre situation, et ça, mes émotions à moi dans ma situation. Et de savoir vraiment faire la différence. Et si on vit en médiation une situation qu'on reconnaît pour avoir vécu dans sa propre situation, c'est de vraiment savoir dire où là je prends un temps de recul, c'est pas moi, c'est les parties, c'est ça qui est important. Autre condition pour le bon médiateur, il doit être formé et avoir une éthique, une déontologie. Alors la formation des médiateurs, c'est un grand point compliqué parce qu'il n'y a pas pour le moment de réglementation uniforme, si ce n'est pour le diplôme d'état de médiateur familial, c'est le seul. Et on peut quand même faire de la médiation familiale sans avoir ce diplôme d'état. Donc comment faire pour savoir si notre médiateur va être formé et éthique? Alors c'est se renseigner, lui demander, et là, pour moi, d'un certain côté, le plus important, c'est de voir un peu est-ce qu'on a un bon feeling, mais quand même de voir. Qu'est-ce qu'il a eu comme diplôme? Une formation de combien de temps? Est-ce qu'il y a une mise en pratique? Est-ce qu'il y a une formation continue? Une analyse de pratique, etc. Ce que je fais pour ma part, et je pense que la plupart des médiateurs le font. Les médiateurs de l'Institut de justice amiable du barreau de Strasbourg ont dû justifier de leur formation et doivent justifier d'une formation continue, par exemple. Donc ça, c'est un gage vraiment de qualité, de compétence. Une grande question, c'est est-ce que les médiateurs doivent avoir une connaissance technique du sujet de la médiation? Par exemple, une médiation entre deux voisins sur un sujet de construction, est-ce que le médiateur doit connaître les règles de construction? Matière familiale, est-ce que ça doit être quelqu'un qui maîtrise la question familiale? Il y a un débat, vraiment. D'un côté, pas nécessaire puisque de toute manière, ce sont les parties qui connaissent mieux que tout le monde leur situation. Et que s'il y a besoin d'un conseil juridique, ce sera plutôt un avocat. D'un autre côté, ça peut être pratique d'avoir un médiateur qui sache un peu de quoi on parle. Mais encore d'un autre côté, c'est le risque de ne pas aplanir des malentendus, parce qu'on pense que tout le monde a la même base de connaissances, alors qu'un médiateur non sachant peut arriver un peu naïf en posant des questions qui permettent d'éclaircir réellement le problème. Donc il y a un débat, là c'est un peu à vous de sentir les choses, pareil, de voir est-ce que vous vous sentiriez plus à l'aise, demander au médiateur, est-ce que le médiateur se sentirait à l'aise pour faire une médiation dans un domaine qui n'est pas le sien. Par exemple, moi je fais de la matière familiale, aussi comme avocate, je peux faire de la médiation en matière pénale, en matière administrative qui n'a rien à voir, en matière de construction. Pour moi, c'est pas un problème. Mais demandez au médiateur. Tout le monde est différent là-dessus. Encore un autre point, c'est la question, est-ce qu'il a besoin d'être avocat? Non, non, non. Moi, pour vous donner un exemple, ma formation à la médiation, on était 2 juristes, 3 juristes, 2 avocats, une juge pour 20 formés à ce moment-là, en Allemagne. On n'a pas besoin d'être avocat, on peut être avocat, et là aussi, il y a une différence dans la manière d'exercer. Certains avocats médiateurs, c'est mon cas,
voit ça comme un intérêt d'avoir les deux compétences à la fois. Et si les parties le souhaitent, moi en tout cas, je donne des informations juridiques, aussi juridiques vraiment, dans les médiations, mais les mêmes aux deux parties. Et je peux les aider à rédiger un acte, comme si d'une certaine manière j'étais pas intervenue comme médiateur avant, pour les actes pour lesquels il n'y a pas besoin de deux avocats, bien sûr. Et si c'est un accord complet qu'il faut d'avocats, il faudra un autre avocat en plus. J'espère que vous avez compris. En gros, le médiateur n'a pas besoin d'être avocat. Dans certains cas, ça peut avoir un avantage d'avoir un avocat, d'avoir un médiateur avocat, s'il se sent bien avec le fait de mettre de l'information juridique en plus. Sinon, un avocat qui n'agit pas du tout comme sachant juridique. Pareil, à voir aussi avec lui s'il est à l'aise avec le fait d'avoir vraiment une posture de neutralité par rapport à la solution et de non-jugement. Parce que c'est vrai qu'avocat, on peut être formé aussi à analyser les choses et à donner son avis. Donc il faut voir que l'avocat médiateur se sente vraiment à l'aise dans cet exercice-là. Mais a priori, les avocats médiateurs qui proposent des médiations sont tous dans cette situation. Un dernier point que j'ai mis pour les conditions de réussite de la médiation en fonction du médiateur, c'est qu'il soit garant du cadre. Ça, c'est vraiment, vraiment sa fonction. Et tout ça va ensemble. Le médiateur fait en sorte que dans l'espace de médiation, les règles de médiation soient tenues pour que la communication se passe de manière qui fonctionne. Se disputer, les parties savent très bien faire, elles n'ont pas besoin des médiateurs. Donc là, l'objectif, c'est de changer cette communication pour qu'elle fonctionne. Et de garantir le cadre, on va venir plus sur les éléments de la médiation. Beaucoup d'éléments, beaucoup de conditions qui reposent sur le médiateur. C'est important. Omnipartial, ne juge pas, il est indépendant, il est neutre par rapport à la solution, il est formé en médiation, il est dans tous les cas garant du cadre, et par contre débat sur est-ce qu'il doit être sachant en technique, et est-ce que c'est bien ou pas bien qu'il soit avocat, est-ce qu'il a un rôle spécifique quand il est avocat ou pas. Troisième point, j'en ai un quatrième après. Dans les conditions de réussite de la médiation, c'est le processus de médiation en soi. Alors là, l'alpha et l'oméga, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que par essence, la médiation est confidentielle. Ce qui est dit dans l'espace de médiation reste dans l'espace de médiation. C'est vraiment important pour permettre aux parties de s'ouvrir et de savoir qu'elles peuvent dire des choses que peut-être elles n'auront jamais osé dire avant, parce qu'elles n'ont pas peur que ça soit réutilisé auprès de la belle-mère, auprès du juge, auprès des voisins, peu importe. Donc cette confidentialité est vraiment la base de la médiation, étant précisé que puisque la médiation est également libre, les parties peuvent convenir de lever cette confidentialité, en tout ou en partie. Elles peuvent, en particulier lorsqu'il y a un accord à la fin, dire que cet accord sera soumis à homologation du juge, ou sera transmis au juge, ou sera transmis à, je ne sais pas, l'organe délibérant de la commune, ou au notaire pour faire changer quelque chose. Les parties peuvent décider de lever cette confidentialité, mais par principe, tout ce qui est dit en médiation, tout ce qui est échangé, est confidentiel. Un autre point, et je l'évoquais dans mon autre vidéo sur le pourquoi la médiation fonctionne, il y a des phases progressives. On peut en voir 4 ou 5. Généralement, on dit 4 phases. D'abord, on parle du sujet du conflit, pourquoi il y a eu un conflit, et qu'est-ce que les parties veulent traiter en médiation. Ensuite, on parle de pourquoi c'est important que ça se passe comme les parties le veulent. Donc là, on rentre dans vraiment le vif du sujet, un peu les émotions, les besoins. Qu'est-ce qui est important vraiment pour vous? Une fois qu'on a pu comprendre ce qui était important et que chaque partie a pu comprendre ce qui était important pour l'autre, on peut passer à la phase d'après, qui est celle de la recherche de solutions. Donc le comment peut-être, avec énormément de pistes de solutions qui peuvent être proposées, avant d'arriver sur la dernière phase, qui est le comment vraiment. Donc là, c'est l'accord. Quelle piste on garde et comment on met ça dans un accord pour avoir la solution et un guide pratique de notre solution. Donc ça avance par phase. Vous, comme médier, vous le verrez pas forcément, hein, mais ça, c'est le savoir-faire du médiateur. Et le savoir-faire, bien sûr, dans ce process, tout cela fonctionne avec des outils de communication du médiateur. Puisque je vous le disais, l'objectif, c'est que vous ne vous disputiez pas,
vous ne sortiez pas les mêmes arguments encore et encore que ce que vous faisiez sans médiateur. J'ai rajouté un petit point, alors ça c'est peut-être plus personnel, mais c'est la créativité. Ça va, pour moi en tout cas, avec ces outils de communication. Il faut pouvoir bouger les choses, faire autrement, parce que si vous refaites la même chose, vous aurez le même résultat. Donc c'est là aussi rajouter un petit peu de créativité dans le process de médiation. Mais ça dépend aussi un peu des médiateurs. Voilà, les conditions de réussite de la médiation, c'est principalement la confidentialité et un process structuré, basé sur des méthodes de communication maîtrisées par les médiateurs. Alors très bien, mais comment ça fonctionne très concrètement? La quatrième condition de réussite de la médiation, c'est les conditions cadres. Donc c'est ce que vous allez signer vraiment dans le contrat d'entrée en médiation. Quand? Combien de temps? Où? Est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel? Et quel coût? Alors tout ça, c'est à vous de voir directement avec le médiateur que vous envisagez comme médiateur pour votre situation. Alors généralement sur le quand, dès que possible, dès que ça vous convient. Et c'est là en fait où il y a le premier test un peu de volonté des parties. Voilà, celui qui ne veut pas trouvera des excuses, celui qui veut vraiment trouvera des moyens. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous libérer de créneaux dans votre emploi du temps, c'est que vous ne voulez pas vraiment, c'est ok. Mais moi comme médiateur, je ne me bats plus pour proposer 10 dates. Voilà, j'ai un calendrier qui est disponible en ligne. Il y a une date qui vous va, vous le voyez, vous réservez, c'est bon. Si ça marche pas, qu'on trouve pas de moment, c'est que c'est pas le bon moment pour vous encore non plus. La durée, alors généralement, c'est après 2 réunions à 3 heures, on voit déjà, même 1h30, ça dépend un peu des situations, on voit déjà, est-ce qu'on avance ou pas. Moi, je peux vous dire, pour une situation, matière familiale, première réunion, c'était 3 heures, accord total sur les mesures provisoires, donc eau réside les enfants, pension alimentaire. Et deuxième réunion, 3 heures de nouveau, accord total sur les effets définitifs. Donc prestations compensatoires et partage du bien immobilier et des comptes bancaires. 2 fois 3 heures, normalement on avance déjà pas mal. Là j'ai fait une autre médiation. Ça a été plus long, mais parce qu'on a eu passé deux réunions d'1h30 cette fois. D'abord pour vraiment évacuer tout ce qui était un peu situation passée, émotion, parce qu'au moment de la rencontre, madame avait décidé qu'elle voulait divorcer et monsieur n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc c'était aussi un plus de temps pour les émotions. Mais rencontre suivante d'1h30, accord total sur les mesures provisoires de nouveau. Donc où les parties habitent et où les enfants habitent. Ce qui n'était pas une mince affaire. Donc voilà, généralement par phase d'1h30 ou 3 heures, ça peut dépendre. Et on sent tout de suite, soit ça progresse à chaque réunion, soit ça n'avance pas et on peut arrêter assez vite. Puisque liberté des parties, c'est aussi liberté d'arrêter à tout moment. Pour les médiations judiciaires, c'est prévu pour 3 mois, renouvelable une fois possiblement, donc maximum 6 mois. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'une procédure judiciaire dans tous les cas. Le où, à voir avec le médiateur. Est-ce qu'il est à l'aise pour faire en ligne? Est-ce qu'il préfère en présentiel? Personnellement, je préfère le présentiel parce qu'on ressent vraiment aussi les énergies presque des gens, c'est physique quasiment. Et on perçoit tout de suite la sincérité. On la ressent vraiment et les parties la ressentent. En ligne, c'est plus compliqué, notamment au début, quand la confiance n'est pas encore créée. On peut se demander, est-ce que je suis pas enregistrée? Est-ce qu'il n'y a pas un tiers dans la pièce? Est-ce qu'il va pas y avoir l'enfant qui va débouler ou le facteur ou le que sais-je? C'est compliqué de commencer une médiation très conflictuelle uniquement en ligne. Ça se fait si besoin. Voilà. Mais moi, dans ces cas-là, je préfère faire plutôt des rendez-vous individuels d'abord en ligne et après seulement rendez-vous avec tout le monde bien en ligne pour qu'on ait bien tout calé et qu'il y ait plus de confiance. Mais bon, présentiel, c'est le top. Ligne, ça peut être vraiment bien faisable aussi. Et la dernière question, quel coût? Alors là, encore une fois, ça dépend des médiateurs. À voir. Sachant qu'il y a des associations conventionnées
ou pour la médiation familiale, où on peut faire de la médiation pour un coût qui est ridicule. Faut dire, c'est fixé par barème, ça dépend des revenus, mais c'est vraiment, vraiment très peu cher. Pour moi, c'est assez honteux en fait que ce soit si peu cher parce que pour moi, ce qui n'a pas de prix n'a presque pas de valeur à ce moment-là. Bref, demandez au médiateur sinon. Pour un tarif indicatif pour moi je propose du 250 € de l'heure, 222 €, mais en général c'est par forfait, qui comprend un peu plus de frais aussi avant-après, à partager entre les parties. Et c'est ce que je vous disais aussi sur la durée, on sent à chaque réunion si ça avance ou pas. Donc vous ne vous engagez pas sur des sommes folles dès le début, vous maîtrisez complètement votre budget en allant en médiation. Vous allez faire une réunion, vous voyez une autre, et au final, je vous donne les exemples là, médiation en situation d'enlèvement international d'enfants, donc maman française, papa allemand, l'enfant était en principe chez le papa en Allemagne, et pendant les vacances chez la maman, l'enfant a dit: ah mais je voudrais bien rester chez toi, c'est bien ici. Et la maman a dit: bah oui d'accord, reste. Et puis on va dire à papa. Et elle a appelé papa en disant: bah, il souhaiterait rester, mais viens on en discute. Et papa a dit non, il revient et puis on en discute. Et la maman a dit non, il reste, mais viens on discute. Et le papa a dit: ok, je vais voir mon avocat. S'en sont suivies des procédures pendant 1 an et demi, en France, en Allemagne, alors en cassation. Et lorsque la médiation a commencé, donc ça faisait 1 an et demi de procédure, et rien que le papa avait déboursé 72 000 €. Voilà, de frais d'avocat et de frais de procédure. Alors c'était des procédures en français, en allemand, urgentes, à différentes hauteurs de cours, mais quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le coût peut être justifié pour des procédures, mais vous voyez, pour un budget d'une personne, c'est énorme. Pareil pour une société, hein, les coûts d'une procédure, c'est énorme aussi parce que pendant ce temps, la production marche pas comme on voudrait. Voilà. Alors que médiation, oui, certes, il faut payer le médiateur, mais vous maîtrisez votre budget et c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment négligeable par rapport à ce que ça vous apporte. Surtout qu'encore une fois, hein, si ça marche pas, vous le sentez tout de suite et vous arrêtez, c'est fini. Et vous repartez sur l'option tribunal. Voilà. Oh pardon, j'ai été beaucoup plus longue que ce que je ne voulais. C'est pas grave. Donc coût vraiment modique au final. Et encore un point là-dessus, mais ça revient aussi à quand on veut des excuses, on en trouve. Puis quand on veut que ça marche, on trouve des moyens. Pour moi, le coût de la médiation, c'est un peu comme un investissement quand on achète son bien immobilier. On achète son logement, ça coûte plus cher à l'achat parce qu'il faut bien sûr avoir un apport, mais au final, on est chez soi et ensuite on n'a plus rien besoin de demander. On va plus payer de loyer toute sa vie parce qu'on sait comment ça marche. Avec une médiation, c'est pareil. Vous payez au début pour avoir les services de quelqu'un qui vous donne les moyens de régler ensuite votre litige tout seul. Donc une fois que vous avez une médiation qui fonctionne bien, vous n'aurez plus besoin d'aller voir un avocat, un juge et autres pendant les 15 prochaines années de vie de vos enfants. Vous n'aurez plus besoin d'un avocat pour les X années de procédure contre votre salarié ou contre votre voisin, pour le bruit du chien, pour son arbre qui fait de l'ombre, pour son eau qui s'écoule chez vous. C'est voilà, c'est un investissement qui est vraiment modeste finalement pour le service que ça rend. Enfin, c'est ma conviction vraiment, et des gens qui ont fait des médiations avec moi en sont convaincus aussi. Voilà, mais écoutez, si vous pensez qu'une médiation peut vous être utile, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre des rendez-vous, c'est gratuit, le premier rendez-vous de 15 minutes. Prenez un rendez-vous en ligne, vous avez accès à mon agenda. Hop, ouais, bon, vous voyez pas, il y a un N derrière le 15M, 15 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site aussi, vous trouvez un onglet prendre rendez-vous. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous engage à rien et ça peut potentiellement vraiment vous soulager d'un conflit qui vous emmerde, qui n'a pas besoin d'être là. Vous pouvez avoir la paix, vous pouvez vous offrir la paix, je vous assure. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Il y a plein d'autres médiateurs pour plein d'autres solutions aussi. Vous pouvez faire un tour sur le site de l'IJA, l'Institut de justice amiable du barreau de Strasbourg, où il y a tout un tas d'autres avocats médiateurs qui peuvent tout à fait très bien travailler avec d'autres domaines de compétences spécifiques. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions là-dessus. Donc le site de l'IJA, c'est www.ija-avocat au pluriel.fr. Je le mettrai en description.
solution aussi. Voilà. Ah oui, j'avais oublié. Donc, appelez-moi gratuitement, n'hésitez pas. Ça peut être une super opportunité pour vous. Et puis, voilà. Écoutez, merci pour votre attention. Jusque-là, vous avez tenu bon, bravo. Belle journée. Au revoir.